Et bien voilà, on est parti, il est l'heure. On est parti sur le thème accès à privilèges sur une infra de paiement quand l'attaquant devient administrateur. Et pour aborder ce thème, monsieur Quentin Bernard de la société Rubicat. Eh bien écoutez, monsieur Bernard, c'est à vous. On est parti pour 15 minutes. Merci Claude. Donc, bonjour à tous et merci en tout cas d'être présent aujourd'hui au Forum InCyber 2026 sur cette conférence où j'aurai le plaisir de vous présenter un cas d'usage d'un groupe suédo-finlandais qui s'est fait cyberattaquer, et je reviendrai sur le pourquoi du comment et pourquoi il est important d'apporter du contrôle d'accès et de la traçabilité sur les accès dits à privilèges. Moi je suis Quentin Bernard, je suis ingénieur avant-vente et responsable produit chez Rubicat, et puis je vais pouvoir commencer avec quelques statistiques. Premièrement, sur le secteur financier, aujourd'hui, on le voit très clairement, il est visé aujourd'hui, entre janvier et juin 2024. Donc pendant un an et demi, il y a eu quasiment 500 incidents cyber déclarés sur le secteur européen. Mais si on lit le rapport du Data Breach Incident Report de 2025, c'est plus de 4000 incidents qui ont eu lieu, dont plus de 900 avec une exposition de données sensibles, donc l'aboutissement de l'attaque qui a abouti à l'exposition de données. Le secteur de la finance, c'est la première fois depuis 2018 que c'est le secteur le plus attaqué. Il a même dépassé plutôt le secteur de la santé. Et aujourd'hui, on va parler vraiment accès à privilèges, parce qu'en effet, une autre étude qui vient du Forrester qui met en avant que plus de 80% des cyberattaques exploitent dans la chaîne de compromission un accès dit à privilèges. Et donc ces accès qui peuvent être possédés par des populations internes, mais également externes. Lorsque je parle des externes, les prestataires, infogérants, télémainteneurs. Et pour reprendre les chiffres du DBIR 2025, ça a doublé les compromissions liées à des tiers. Donc on est passé de 15 à 30% en moins d'un an. Il y a encore quelques temps, on était, c'est quand est-ce que vous allez être attaqué. Moi, c'est plutôt la phrase que je vais reprendre, c'est quel compte à privilège sera exploité, parce qu'en effet, c'est une cible privilégiée des attaquants au vu des capacités d'impact de la possession de ces accès. Un accès à privilège, c'est quoi? C'est tout compte qui permet d'administrer, de configurer ou de changer en profondeur le système d'information, que ce soit sur des équipements très critiques, la production, des bases de données. Donc les personnes qui les détiennent, ça va être vous, vos collègues en interne, administrateurs système, réseau, des prestataires, des infogérants. Mais ça peut être aussi aujourd'hui les équipes DevOps, le cloud ou encore des comptes de services applicatifs, en gros des machines qui parlent à d'autres machines. Vers où on peut aller avec ces comptes? Sur des serveurs, les hyperviseurs, les bases de données, les équipements réseau, que ce soit des VPN, des firewalls et aussi tout ce qui tourne sur Internet. Et pourquoi la possession, ces accès à privilèges sont si risqués? C'est qu'en effet, aujourd'hui, ils sont rarement tracés, vraiment contrôlés, gouvernés. Les credentials qui permettent d'exploiter ces comptes sont souvent partagés entre les utilisateurs et on voit très bien les limites. Et souvent, on arrive aussi avec des accès d'externes qui ont quasiment aucune supervision. Et pour étayer ces propos, moi j'ai pris un cas, un incident qui est arrivé à une ESN suédo-finlandaise, qui est donc le groupe Tietro Evry, qui en fait fait de l'ESN, donc de l'administration à distance d'équipements pour des clients qui sont soit hébergés chez eux, mais également des clients directement on-premise, où ils interviennent à distance. Et en fait, on retrouve la chaîne de compromission classique plutôt. Un point d'entrée, l'exploitation d'une vulnérabilité sur le Cisco ASA en 2023, donc, qui est sorti sous une CVE. Ensuite, une fois que cet accès a été compromis, l'attaquant va commencer sa phase de reconnaissance et essayer de pivoter pour justement élever ses privilèges, donc utiliser des comptes à privilèges pour potentiellement avoir des impacts. Et là, dans ce cas-là, l'impact il a été quand même fort. Le chiffrement des données avec le ransomware Akira et de la double extorsion, donc menace de publication de données volées. Ils ont été attaqués, eux. Par contre, au final, l'impact, il a été au-delà de cette structure. Ça a été aussi pour tous leurs clients, donc toute leur chaîne d'approvisionnement. Par exemple, la Risk Bank, 17 jours de panne sur les systèmes de paiement RH financiers.
Ça peut être également le Parlement suédois qui était impacté, où en fait il y avait certains services qui n'étaient plus disponibles à la population, ou encore pour terminer des systèmes de santé interrompus. Donc vous voyez les attaques, enfin plutôt les impacts qui peuvent être importants et les risques en cascade. On ne voit pas forcément que voilà, un groupe qui se fait attaquer peut avoir des impacts sur tous ses clients. Et donc ensuite, au-delà du chiffrement, du ransomware, comment dire, de la potentielle publication des données, il y a surtout tout l'aspect réputationnel également pour cette structure. Cet incident, ce qui relève vraiment, c'est qu'en effet, aujourd'hui, avoir un accès VPN d'administration sans MFA avec un simple credential pour entrer, on est quelque chose sur lequel on prend des grands risques. Ce qu'il fallait mettre en place, tout simplement, c'est du MFA. L'autre point, c'est que la CVE qui a été exploitée, elle était connue depuis septembre 2023 et inscrite au KEV, donc la base des vulnérabilités connues et exploitées, elle était rentrée dans le KEV de la CISA en 2023 et non patchée au moment de l'attaque. On peut se dire que c'est que quelques mois entre le moment de l'attaque qui est arrivé, donc début 2024, et la publication de cette CVE dans la base. Mais bon, sur un accès VPN externe sans MFA, il fallait pouvoir patcher un peu plus rapidement. L'autre point, c'est tout simplement aussi le fait que les mouvements latéraux n'ont pas pu être contrôlés. En effet, la partie jump server, donc la machine d'administration n'était pas du tout cloisonnée. Donc via l'accès au VPN sur ce jump server, on avait un accès global à tout le système d'information. Et en fait, il aurait pu être assez simple de pouvoir faire du cloisonnement réseau pour éviter justement une latéralisation vers d'autres systèmes critiques. Un des points qui est assez intéressant et qui aurait pu être mis en place facilement avec une solution de bastion sur laquelle je vais pouvoir m'étendre un peu plus tout à l'heure, c'est qu'on peut révoquer les droits immédiatement. D'un simple clic, on peut fermer tous les accès. Là où ici, ça aurait été plus compliqué sans ce type de solution une fois que l'attaquant il est à l'intérieur. En effet, la kill chain du PAM, c'est toujours le même scénario. On va commencer par une phase de reconnaissance, sachant que ce schéma-là, je peux l'appliquer à vraiment quasiment toutes les cyberattaques des dernières années. On a eu également, par exemple, c'est au Bangladesh Bank Heist, où également, c'est exactement le même scénario, CV exploité, accès interne, et après, il y a tous les impacts qui arrivent. Donc, l'acteur malveillant, il rentre, il fait de la reconnaissance, il essaye justement de compromettre des choses, que ce soit du phishing, du brute force ou de l'exploitation de vulnérabilité, donc comme dans le cas de Tietro Evry. Et ensuite, le but, c'est de monter en privilège, escalader, latéraliser sur le système d'information en exploitant justement les comptes à privilèges qui sont vraiment les clés du système d'information. Et une fois qu'on en est là, qu'on a ces accès, le but c'est de persister. Donc on met en place une backdoor, on efface ses traces afin de vraiment se rendre invisible et de persister dans le réseau afin d'arriver à l'objectif de ces acteurs malveillants, sachant que dans le domaine de la finance, très clairement, l'objectif il est financier. C'est de mettre en place un ransomware, exfiltrer de la donnée, utiliser leurs accès pour modifier des données en base déjà pour faire de la fraude ou encore tout simplement du sabotage pour si c'est des acteurs plutôt étatiques. Et moi ce que je trouve assez frappant avec ce schéma, c'est que ça reste le schéma classique d'une attaque, mais c'est sa simplicité. L'attaquant aujourd'hui n'a plus besoin de forcer, de forcer l'entrée. Il aura tout simplement la possibilité d'utiliser une entrée existante, mais en la détournant. Voilà, un compte prestataire non supervisé, sans MFA, et il réexploite cet accès pour arriver directement sur le système et donc ensuite poser sa charge. Et au final, aujourd'hui, c'est vraiment ça la surface d'attaque, c'est ça le périmètre d'attaque. Et c'est pour ça que le bastion est un élément qui est assez intéressant à mettre en place dans le système d'information, parce qu'il va permettre, premièrement, de gérer les accès à privilèges, qui, vers quoi et quand, afin de donner donc les bons accès aux bonnes personnes au bon moment. On peut révoquer d'un simple clic les accès. On facilite aussi la mise en place de l'authentification multifacteur. Et en plus, dans notre solution de Bastion Prove It, on embarque ce qu'on appelle aussi du MFA WebAuthn, les passkeys, les clés d'accès, qui est résistant au phishing parce qu'il est basé sur de la cryptographie asymétrique. Au-delà de ça, on enregistre les sessions. Donc même dans le pire des cas où un accès est compromis, un vol de cookies ou autre, on a la traçabilité. On voit sous forme vidéo toutes les actions qui auront été réalisées. Et donc on va pouvoir apporter un correctif de façon simple et efficace. Cette partie d'enregistrement, au-delà du contrôle d'accès, il est vraiment mis en avant côté DORA, RGS, mais ça peut être aussi dans les recommandations de l'ANSSI, côté NIS 2, etc.
Et bien sûr, l'essence même de la solution, c'est d'offrir de la rupture protocolaire. En gros, le client de connexion qui est présenté à l'équipement distance n'est plus le client de connexion de l'utilisateur, mais c'est bien le client de connexion porté par la solution de Bastion, parce qu'on effectue une rupture protocolaire. Et en plus de ça, on embarque ce qu'on appelle un coffre-fort d'identifiant qui permet tout simplement de ne plus donner les secrets de l'infrastructure à l'utilisateur final. On se connecte avec son compte nominatif et on arrive sur l'équipement avec un compte pour lequel on n'a pas la connaissance des secrets. Le Bastion, c'est un outil de sécurité et c'est vraiment un souhait de la société de pousser la sécurité au plus loin. On atteste le visa de sécurité CSPN sur lequel on est fiers parce qu'on est aujourd'hui la seule solution disposant de ce visa de sécurité en cours de validité. Et c'est quelque chose qui est important pour la société. Donc Rubycat, on est un éditeur de logiciels français basé à Rennes et ce depuis plus de 12 ans, qui a été donc cofondé par Madame Lesage qui est présente sur le stage et avec le directeur technique. Aujourd'hui, voilà, plus de 10 ans d'expertise, tout est fait en interne. R&D, support, les différents services. Et c'est ce qui nous permet d'offrir une solution aujourd'hui à plus de 300 clients qui sont équipés, et ce, dans tout secteur d'activité. Aujourd'hui, on est plutôt là sur un sujet autour du domaine de la finance, mais ça peut être nos collectivités, ça peut être les secteurs énergétiques, des industries, bien sûr les mutuelles, les assurances, etc. Si je poursuis avec pour la petite synthèse sur Proovit, mais d'une manière générale sur le Bastion, c'est vraiment le but, c'est de sécuriser les accès à privilèges et d'administration du système d'information avec la rupture protocolaire, le coffre-fort. On retrouve de la visibilité. Si je vous pose la question, et je vous la poserai juste après plutôt, on retrouve de la visibilité et de la traçabilité sur tous ces flux, ces actes d'administration, et qui permet de faciliter la mise en conformité avec certaines réglementations. Au-delà de ça, c'est qu'on a une solution qui se met très facilement en place, qui est packagée, où on prend vraiment aucun risque parce qu'il n'y a aucun agent à mettre en place. Et il faut moins d'une demi-journée pour exploiter les premiers accès à privilèges. Entre vraiment un monde où on n'a pas de bastion à un monde où on a un bastion, donc déploiement de la solution, ouverture de flux, déploiement de certificats, création des premières politiques d'accès. Et ça, on peut s'engager sur moins d'une demi-journée pour que vous puissiez le réaliser. Et puis au-delà de ça, en choisissant Proovit de Rubycat, vous choisissez un éditeur où on souhaite mettre en avant une relation de confiance. Aujourd'hui, c'est ce que mettent en avant nos clients. On était avec la mutuelle des sapeurs-pompiers de Paris il y a 15 jours, qui est une toute petite structure. Et ce qu'il a apprécié chez nous, c'est que même si c'est un petit client, on prend soin de lui, on l'accompagne dans la sécurisation de ses accès à privilèges, avec du coup une entreprise qui reste à taille humaine et tout ce qu'on propose qui est fait en interne et surtout avec de l'innovation au quotidien. Je vous ai dit tout à l'heure que je voulais vous poser des questions, donc c'est le moment. Trois questions pour terminer vraiment cette séance. La première, c'est si je vous pose la question de savez-vous exactement combien de prestataires ont accès en ce moment à votre système d'information? Je ne sais pas si tout le monde peut avoir cette réponse, mais c'est vraiment toute l'essence même du Bastion. On a vraiment une vue d'audit sur ce qui se passe. L'autre point, c'est possédez-vous des enregistrements vidéo des dernières sessions d'administration sur votre infrastructure. En effet, les incidents peuvent être des actes malveillants, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs humaines. Le DBIR parle que 30% des compromissions des incidents de sécurité viennent d'une erreur humaine. Donc au final, c'est le mauvais clic-bouton, redémarrer le serveur au lieu de tout simplement le mettre à jour, des choses qui peuvent être simples au final pour le quotidien, mais qui peuvent avoir quand même des forts impacts sur la sécurité. Et lorsque je parle de sécurité, je la vois au sens large, sécurité, donc disponibilité, intégrité, confidentialité, non-réputation. Et le dernier point, en cas d'incident, combien de temps il a fallu pour lever le doute? C'est tout l'intérêt de la vidéo. Au lieu d'aller regarder des log machines qui sont peu verbeux, là on regarde sous forme vidéo, on voit que c'est peut-être tout simplement une erreur humaine ou c'est peut-être quelque chose de plus important où il va falloir apporter une analyse un peu plus fine. Voilà pour cette séance, j'espère que ça vous a plu, que ça vous permet de vous poser les bonnes questions. Et puis si vous voulez poursuivre nos échanges, je vous inviterai à notre stand qui est juste là-bas à côté de la région Bretagne, le stand F25. Et puis sinon ce soir vers 17 h, on vous propose un petit apéro, donc venez rencontrer les équipes. Il y a la direction qui est là, il y a le marketing, il y a les services de R&D. On envoie des gens de la R&D, du support et bien sûr le commerce qui seront présents pour échanger avec vous. Merci de votre attention et très bonne fin de journée. Bon salon. Merci beaucoup. On peut effectivement applaudir Monsieur Bernard.